Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Camille, Jonathan. Bienvenue au podcast Héros minuscule et merci d'être là aujourd'hui. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Pour mettre un petit cas, du coup, nous, on s'est rencontrés à travers la sortie de ton film documentaire Save Our Soul. Je l'ai bien dit? Ouais, je pense, ouais. C'est le... Franchement, j'ai hésité. C'est le Our. Qu'on a vu il y a quelques mois maintenant. C'était fin 2024. Mhm. Et on a été tout de suite subjugués par ton travail, par ce documentaire, par évidemment l'histoire qu'il raconte. Et puis derrière, il y avait la possibilité il y avait un échange. On t'a écouté, parler de ce que tu avais vu, de ce qui t'a amené là, et on voulait en savoir plus. Donc c'est pour ça qu'on t'a contacté. Et on est ravis. Est-ce que on a une première question nous qu'on pose assez fréquemment, c'est quoi ta chanson d'humeur du moment? Je suis absolument nul pour répondre à ce genre de questions. Donc je vais utiliser mon joker tout de suite. Non, je sais pas si ça va me revenir ça va peut-être me revenir, mais je sais pas répondre aux questions de top 10, top 3, top chanson du moment et tout. Même, ça me rappelle mes pires entretiens d'embauche. C'est vrai? Ah ouais, c'était... non, désolé. On commence mal. Non. On va pas faire ça. Mais ça va peut-être me revenir. Ok. Et ta météo du jour? Ma météo du jour, je sais pas, il fait beau, c'est agréable. Là, par chez nous, on manque un peu d'eau quand même. La terre commence à être un peu sèche. Hein. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu presque. Ah oui. 1 mois et demi, ouais. On a eu 1 an de flotte et là, il pleut plus du tout. Mais Ouais. c'est l'époque. Ouais. C'est l'époque. On espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Voilà. Et pour nos auditeurs, on a dit comment on s'était rencontrés, mais toi, comment tu te présenterais? Alors, je suis réalisateur et producteur de films documentaires depuis depuis quand Depuis 5-6 ans. J'ai créé une société de production qui s'appelle Abilis Productions en 2020. Avant ça, j'ai été chef opérateur en documentaire. J'ai une formation de photographe à la base. Donc, j'ai toujours gravité autour de ces mondes-là. Voilà. Ouais. Et pour rentrer dans le vif du sujet par rapport au documentaire Save Our Soul, comment t'es venue cette idée de documentaire parce que pour raconter un petit peu, t'es allé filmer sur le bateau qui s'appelle l'Ocean Viking, les secours, enfin c'est l'attente et puis ce qui se passe en Méditerranée autour des exilés. La genèse de ce projet, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors en effet, Save Our Souls, c'est un documentaire tourné entièrement à bord de l'Ocean Viking, qui est le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui travaille en Méditerranée centrale depuis 10 ans maintenant. Ils fêtent, alors je sais pas si on peut utiliser le mot fêter, mais en tout cas, c'est leur anniversaire de leurs 10 ans cette année. 10 ans d'existence. Et donc, cette ONG, parmi d'autres, porte secours aux femmes, aux enfants qui tentent de traverser depuis les côtes africaines, principalement les côtes libyennes, vers les côtes italiennes, donc vers l'Europe. Et qui ont très peu de chances d'arriver jusqu'aux côtes européennes, puisqu'ils utilisent des bateaux qui ne sont pas du tout faits pour la haute mer, la plupart du temps des Zodiacs surchargés en termes de nombre. Comment m'est venue cette idée d'aller filmer là-bas? Je pense que la question de l'exil a été relativement présente dans mon histoire familiale, puisque mon grand-père a quitté la Russie en 1917. C'est donc une thématique, je dirais, qui a parcouru mon enfance, des récits familiaux, sans qu'elle soit du tout un poids, hein, mais c'était présent, c'était une couleur présente, on va dire. Ma mère elle-même est très engagée, a été très engagée auprès d'associations qui portent secours, qui portent assistance aux arrivants en région parisienne. Elle a été bénévole pendant des années au Secours populaire, comme écrivain public. Et donc ça, c'était en 2018-2019. J'ai suivi pas mal de ces permanences
ces permanences, donc ça se passait dans un petit bureau et elle accueillait des femmes et des hommes qui venaient demander de l'aide dans leur démarche administrative la plupart du temps. Chez des gens qui ne pouvaient pas parler, enfin qui ne savaient pas parler le français, qui ne savaient pas encore l'écrire par exemple, et qui étaient face à l'administration française pour obtenir des droits divers. Et la plupart du temps, ils étaient amenés à raconter leur histoire à ma mère, qui en plus est une bonne oreille pour ça. Et donc, j'avais trouvé que c'était un endroit, une relation très intéressante à documenter, justement. Donc, j'ai passé du temps dans ces permanences-là. Et puis, finalement, ce projet n'a pas grandi, comme ça arrive souvent ou parfois dans les projets de documentaire. Mais de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser plus particulièrement à ce qui se passait en Méditerranée centrale. Donc là, on était en 2019, on était juste après la fin des opérations de Mare Nostrum. Donc c'était les grandes opérations menées par les gardes-côtes italiens pour porter secours aux embarcations en détresse. Et avec la fin de Mare Nostrum, il y a ces ONG qui ont commencé à faire le travail que les États européens ne faisaient plus ou ne voulaient plus faire, et qui ne font toujours pas aujourd'hui. Et donc voilà, j'en suis venu à m'intéresser à ce qui se passait en Méditerranée centrale. J'ai pris contact avec SOS Méditerranée, courant 2020, et j'ai écrit donc ce projet, je l'ai produit, et puis j'ai pu le tourner. J'ai pu monter sur le bateau en fait pour la première fois en mars 2023. Donc ça a mis du temps à se faire. Ça a mis du temps, ouais. Voilà. Ça a mis du temps parce que d'abord, il y a eu le Covid qui est passé au milieu. Et que une des contraintes que j'avais, c'était que le projet soit justement produit, soit financé et qu'il ait un diffuseur acquis au moment où j'embarquais sur le bateau. C'est-à-dire qu'SOS Méditerranée réserve une place sur son bateau à une personne extérieure à l'équipage. Systématiquement ? Oui, quasi systématiquement. Okay. Donc ça peut être une photographe, une journaliste, de la presse écrite, de la radio, qu'importe. Mais SOS Méditerranée, c'est très bien l'importance de la communication pour eux. Donc ils ont une place réservée à un média extérieur. Mais en revanche, on ne peut pas monter sur le bateau juste pour voir. C'est-à-dire en disant, voilà, moi je suis documentariste, je vais peut-être faire un film, donc laissez-moi passer 6 semaines avec vous et puis on verra si je fais quelque chose. Ça, évidemment, ils ne donnent pas accès aussi facilement. Parce que là, c'est une place prise sur le bateau, ouais, donc il faut pas la donner n'importe comment, j'ai envie de dire. Et France Télévisions a donc accepté de préacheter, comme on dit, le projet, uniquement sur le papier, puisque j'avais aucune image à montrer. J'avais fait un film précédent, déjà coproduit avec France Télévisions, donc il y avait une forme de confiance mutuelle. Et une fois que France Télévisions était rentré dans le projet, j'ai pu monter à bord. Voilà. Ah, c'est une sacrée aventure avant même que ça commence, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est beaucoup d'attentes, mais c'est un chemin de production assez particulier dans la mesure où d'habitude, quand on fait un film, on passe d'abord du temps sur le terrain. Mmh. On rencontre les gens avec qui on va faire ce film, c'est-à-dire les protagonistes du film. Il y a une relation, si possible, la plus forte, solide, de confiance mutuelle qui s'installe. Et puis peu à peu, ce film s'écrit, se finance plus ou moins en même temps, et puis il y a un moment où ça se termine. Mais j'avais jamais fait de projet comme ça, où en fait il faut écrire complètement pas dans le vide, parce qu'il y a une documentation très riche sur ce qui se passe en Méditerranée, mais il faut écrire sans expérience du terrain, et c'est pas très confortable. Et puis un beau jour, on se retrouve là-bas, et puis c'est une espèce de réel qui balaye un peu tout ce qu'on avait imaginé, forcément. Ouais, puis ça, ton film commence avec un temps d'attente, tu vois. Et j'imagine que cette attente-là, toi, tu as dû la vivre aussi derrière la caméra en même temps que ce que tu filmes. Les secouristes qui... D'ailleurs, c'est très paradoxal parce qu'en fait, on attend qu'il se passe quelque chose et on rêve en même temps qu'il se passe rien. Oui, connaissant le contexte. Et autant, toi, tu t'embarquais pour 6 semaines où il n'y avait pas de secours.
Alors, c'est très rare, Ouais. en fait. C'est très rare, j'ai envie de dire malheureusement, qu'il n'y ait pas de sauvetage pendant une mission. Donc, une mission complète de SOS Méditerranée, c'est 6 semaines. Ok. Pendant ces 6 semaines, il peut y avoir plusieurs rotations. Une rotation, c'est un aller-retour entre la SAR Zone, donc Search and Rescue Zone, zone de sauvetage en français, qui se situe dans une bande dans les eaux internationales au large de la Libye. Donc on est à une 40aine de kilomètres des côtes libyennes à peu près. J'espère ne pas me tromper dans ce chiffre. Et Syracuse, qui est le port d'attache de l'Ocean Viking. Avec à chaque fois le port de débarquement des rescapés, qui est décidé par les autorités italiennes et qui n'est jamais en Sicile, on en parlera plus tard certainement, mais qui est souvent très éloigné du point de sauvetage. Ce qui est une aberration, mais voilà. Donc c'est 6 semaines dans lesquelles normalement il y a plusieurs rotations, c'est-à-dire le bateau part de Syracuse, il va en zone de sauvetage, il opère un sauvetage, il va débarquer dans le port qui lui a signé, il revient faire un stop à Syracuse, il repart, etc., etc. Ça, il peut y en avoir 3 ou 4 dans une mission de 6 semaines. D'accord. Moi, c'était un peu comme ça que j'avais projeté le déroulement de la mission à laquelle j'assistais. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, on a eu une météo assez pourrie, parce que le mois de mars en Méditerranée, c'est pas un bon mois. Donc, on a passé d'abord, on a passé 2 semaines au port à Syracuse parce qu'il fallait réparer des trucs sur le bateau. On a fait plein d'entraînements. Moi, ça a été un temps finalement très important pour moi parce que ça a été le temps que j'avais jamais eu pour faire connaissance avec l'équipage, pour m'acclimater à ce que c'était de vivre sur un bateau avec 30 personnes, dans des cabines qu'on partage, etc. Partager un espace de vie. Ensuite, on est parti. Et là, on a eu une très mauvaise météo. On a passé quasiment 2 semaines à s'abriter de tempêtes. Voilà. Ah oui. En sachant très bien que, quand je dis s'abriter, c'est-à-dire qu'on va, on va à l'endroit où on sait que le grain ne passe pas. Enfin, la tempête ne passe pas. Enfin, la perturbation ne passe pas. Puis on sait très bien qu'a priori, il n'y a pas d'embarcation qui parte de Libye quand la mer est mauvaise. Donc il y avait assez peu de chances qu'on rencontre une embarcation en détresse à ce moment-là dans la zone où on était, savoir la zone est de la zone de sauvetage. Et 2 semaines en mer sans qu'il se passe rien, c'est long. C'est long, ouais. C'est assez long. Et ce que tu disais à l'instant est très juste parce que on se disait mais nous on passe des journées à regarder l'horizon à la jumelle. L'équipage travaillait sur des scénarios possibles de sauvetage, ils perfectionnaient leur technique, ils amélioraient des dispositifs sur le bateau, donc il y avait un travail qu'on voit pas forcément dans le film, mais qui était quotidien et riche, mais il y avait quand même cette tension de l'attente. Et on se disait souvent, mais en même temps, on peut pas espérer qu'on trouve une embarcation à sauver, même si on est là pour ça. C'est très paradoxal, c'est un peu les pompiers qui attendent qu'il y ait le feu, quoi. Ouais. On peut pas souhaiter qu'il y ait le feu. Ouais. Et donc, en effet, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu que ce temps d'attente soit dans le film d'une façon ou d'une autre, et qu'il y a ces plans assez longs au début du film. C'est très bien perçu. Enfin, nous, on l'a, comme il a expliqué, quoi, on sent bien que toute cette complexité, quoi, du projet. Ouais, en tant que spectateur, on est vraiment pris, quoi. Ouais, direct. En plus, oui, c'est ça. Mais oui, ce que tu avais raconté et ce que là tu réévoques, c'est que il y a aussi tout l'à côté. Il y a plein de scénarios de sauvetage qui sont mis en place que l'équipage répète, c'est ça? Ouais, absolument. Ça, c'est vraiment important de le raconter parce que il y a eu une version du film où c'était présent au début, mais c'était trop long et puis c'était trop technique. Mais tout l'équipage de SOS Méditerranée est un équipage de professionnels. C'est vraiment pas des bénévoles. Les bénévoles chez SOS Méditerranée, ils sont à terre. Ok. C'est elles et eux qui font de la sensibilisation auprès de tous les publics, qui tiennent les stands dans les festivals, dans les événements. Voilà, ils font un travail très important, mais en mer, c'est que des professionnels. Donc c'est des marins sauveteurs, sauveteuses professionnels qui ont toutes et tous un diplôme de marin à différents grades. C'est des gens qui ont une expérience très forte de la mer, qui ont pour le staff médical, qui ont une expérience très solide de la médecine humanitaire, de la médecine d'urgence. Puisque, pour le préciser,
Parmi l'équipage, il y a les sauveteurs qui opèrent donc sur des Zodiac de sauvetage. Il y en a 3 à bord. Des Zodiac, pas des sauveteurs. Il y a le staff médical. Donc, il y a toujours un médecin, souvent un médecin urgentiste. Là, en l'occurrence, c'était un médecin urgentiste. Il y a 2 sages-femmes, une infirmière. Et il y a une équipe de médiation qui est souvent amenée par l'IFRC, la Croix-Rouge internationale. Donc qui est composé de plusieurs médiateurs RIS culturels, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui parlent plusieurs langues, arabophones, si possible, et qui vont avoir un rôle très très important une fois que les rescapés seront sur le bateau. Ce qu'on voit bien dans le film, avec notamment Sana, Ahmed, Mohad, qui passent leur journée à discuter avec les rescapés sur le pont. Et ça, on en parlera ensuite, c'était vraiment le cœur de mon projet, c'était ça, c'était de filmer la relation humaine et son importance. Voilà. Ouais, ça, on en parle après, ouais. Mais je crois que j'ai dévié de ta question, que j'ai oublié en route, mais sur les... Oui, voilà. Et donc, c'est des professionnels et ils ont vraiment un catalogue, on pourrait presque dire ça, parce qu'il existe à bord, un catalogue de scénarios, de sauvetage hyper précis, qui répètent en permanence, qu'ils affinent, qui répètent sur le papier, qui répètent en situation, en entraînement. C'est-à-dire, par exemple, comment on opère quand on a... 100 personnes à bord d'un Zodiac qui se dégonfle et qu'il y en a déjà 10 à l'eau. Comment est-ce qu'on opère sur un sauvetage comme ça? Donc, l'ordre des opérations, vers qui on va d'abord, comment ça se passe quand au contraire on accoste, on aborde un bateau beaucoup plus grand, donc ce qu'ils appellent des wooden boats, c'est des bateaux souvent en bois où il peut y avoir plusieurs ponts. Dont des gens dans la cale, donc ça c'est des situations très très critiques parce que manque d'air, intoxication avec le gasoil, etc. Comment est-ce qu'on opère sur un bateau comme ça? C'est des sauvetages qui sont complètement différents les uns des autres. Et il y a toute une série de scénarios. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des scénarios avec les ordres? Est-ce que c'est vraiment les femmes et les enfants d'abord ou c'est les enfants d'abord, toujours, quand il y en a. Et ensuite, je vais pas dire de bêtises, ça dépend de... c'est aussi les blessés d'abord, si possible, s'il y en a. Ça, je crois que je dis pas de bêtises. Et ensuite, je vais pas répondre plus précisément parce que peur de me tromper, mais... Ok. Et justement, on en voit un de sauvetage. Il y a plusieurs situations, mais il y a un sauvetage. Toi, comment quand vous voyez le bateau, quand vous voyez les bateaux, et que toi, tu l'as vécu comment ce moment derrière ta caméra? Concentré, je dirais, parce que c'était une situation qui, pour le film, était très importante, évidemment. Donc, il fallait pas que je me plante. Et ça, mis à part, il y avait une émotion partagée, je crois, par l'équipage aussi, parce que, comme je l'ai dit, ça faisait plus de 2 semaines que nous, on était en mer, juste entre nous. On avait eu une altercation très violente avec des gardes-côtes libyens qu'on voit dans le film, qui nous avaient empêché d'opérer un sauvetage. Effectivement, voilà. Donc les gardes-côtes libyens avaient ouvert le feu. Ils avaient tiré en l'air, très proche de notre bateau, de l'Ocean Viking, pour nous éloigner de la zone de sauvetage. Donc à la Kalachnikov, donc c'est quand même, ça reste impressionnant et violent comme manière de discuter. Oui, ça se voit d'ailleurs dans le film. Voilà. Il y a les discussions enregistrées. C'est ça. Voilà. Donc ça a mis une bonne tension, une mauvaise tension en l'occurrence. Ensuite, il y a eu un autre sauvetage où on n'a jamais trouvé l'embarcation. On a eu des coordonnées qui nous ont été transmises, mais on ne les a jamais trouvées. On a appris plus tard que les gardes-côtes libyens les avaient eux aussi récupérés pour les ramener en Libye. Et donc, on a ce sauvetage qu'il y a dans le film est arrivé à un moment où la mission était presque terminée, en fait. On s'était dit, ça va être une mission sans sauvetage, ça arrive.
Et c'est certain que quand on passe, quand ça fait 4 semaines qu'on est sur le pont, littéralement, je parle pour l'équipage, de se dire qu'on a fait tout ça et qu'on a sauvé personne, Oui, ce que j'allais dire. on se sent pas bien, quoi. Donc il y avait une émotion qui était, je crois, assez partagée, de se dire que c'était là, que c'était maintenant, que ça allait se jouer, que voilà. Hem et oui, moi, comme je disais à l'instant, j'étais dans cette attention, dans cette concentration, d'autant que ça rejoint ce que je disais juste avant, les opérations sont très, très coordonnées, heu heu, de façon extrêmement précise, dans la façon dont ça doit se dérouler. Il y a pas du tout la place pour un accro, pour des erreurs, dans la logistique, dans la façon de mener les opérations. Hem et moi, mon travail, mis à part d'essayer de rendre compte du mieux possible de ce que je voyais, c'était de pas gêner du tout, les collègues, quoi. C'était vraiment Mmh. donc ça, justement parce qu'on avait eu un temps de répétition et d'entraînement avant, j'avais pu voir avec, heu l'équipage du bateau de sauvetage sur lequel j'allais être, heu, comment et où j'allais me mettre pour pas les gêner, à quel moment fallait Mmh. voilà, que je monte sur le bateau, et cetera, et cetera. Donc oui, j'ai une très grande concentration, quoi, là-dessus. Et puis une émotion aussi très forte, parce que là, on prend conscience, enfin pour moi, je prends vraiment conscience de ce que ça veut dire de sauver la vie de quelqu'un, en fait. Mmh. Ah ouais. C'est pas quelque chose qui arrive très souvent, d'arriver sur cette zone de sauvetage et de se dire que si l'Ocean Viking est pas là, il y a 92 personnes qui, 1 heure plus tard, sont très probablement dans l'eau et qui disparaissent, en fait, et Mmh. dont on n'entendra absolument jamais parler. Heu, c'est, heu heu, c'est assez difficile à décrire comme sensation. Ouais, je On touche là à quelque chose d'assez essentiel en termes de lien humain, de ce qui fait qu'on se reconnaît tous Ouais. comme humains, quoi, en mmh. fait. Tu vois? Ouais, c'est Ouais, Voilà. clair. c'est Sur ce moment, moi, je me rappelle avoir été en apnée. Euh, et en même temps, en apnée pendant le sauvetage, et ébahi par la précision des questions, des phrases, enfin, du comptage, enfin, et puis par le calme des secouristes, parce que 92 personnes. Moi, je me rappelle une anecdote quand j'étais secouriste, moi en mer. Une fois, je vais sauver un type. Et, au moment où j'arrive, en fait, il m'a attrapé, puis il m'a tiré vers le fond parce que j'étais devenu une bouée. Et je sais qu'en en situation de secours, en fait, celui qui est secouru peut paniquer, peut se dire, bah voilà la bouée, quoi. Et là, en fait, tout le monde reste très calme, mais parce que les secouristes restent ultra calmes. L'équipe de l'Ocean Viking. Et donc, moi, je sais que j'étais bloqué, quoi, scotché. C'est aussi un sauvetage qui s'est très bien passé parce que les rescapés sont restés très calmes. Ça arrive ouais. pas, c'est pas toujours le cas. Ouais. En fait, il et elles ont été très réceptifs aux ordres. Hmm. Vous avez vu dans le film que Mmh. le premier truc qu'il leur est dit, c'est euh, tout le monde se tait, vous écoutez nos ordres et vous faites exactement tout ce qu'on vous dit. Ouais. Ouais. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Hmm, hmm, hmm. Donc, c'était idéal. Euh, et en même temps, la situation était très très urgente, parce que ça, je sais pas si on le perçoit très bien dans le film, mais en fait, le boudin, le bâbord du canot, enfin de l'embarcation sur laquelle sont les rescapés, est complètement à plat. Il est vraiment en train de se dégonfler. Ouais. Euh, c'est, c'est pas le côté que je filme, donc on le Ouais. voit pas très bien, mais on l'entend à la radio. On l'entend, ouais. Et en fait, ça veut dire que ce que je disais à l'instant, 1 heure plus tard, ils sont Ils tous sont dans l'eau, tous quoi. ouais. Et là, s'il y a un mouvement de panique à bord, vraiment le bateau peut chavirer. Mmh. Enfin, leur embarcation peut chavirer. Euh, et là, typiquement, justement, dans la précision des scénarios de sauvetage, les sauveteurs font le choix de ne pas distribuer les gilets de sauvetage dans l'embarcation en détresse. D'habitude, c'est le premier geste qui est fait, c'est qu'on distribue des gilets de sauvetage à tout le monde et on les débarque une fois que tout le monde a des gilets de sauvetage. C'est-à-dire que si leur embarcation fait naufrage une fois qu'ils ont tous des gilets, il y a vachement moins de risques. Mmh. C'est-à-dire, on ne transfère jamais normalement les rescapés vers les canaux d'SOS Méditerranée sans gilet de sauvetage. Et là, ils prennent cette décision de le faire comme ça, parce que en fait, la situation est trop urgente. Mais tout le monde reste très, Oui, oui, c'est très calme. Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. Ok. c'est assez impressionnant, ouais. Et puis le fait que, enfin, je rebondis sur ce que tu disais sur le moment où tu comprends, tu es en train de sauver une vie.
c'est vrai que vu d'ici, nous, on entend des chiffres. 92 personnes ou 300 personnes. Mais là, quand tu les vois, les 92 personnes, et c'est la force aussi de ton film, c'est qu'en fait, quand tu vois quelque chose, tu le t'imprimes et tu conscientises beaucoup mieux, je trouve. C'est plus des chiffres, c'est des visages, c'est des humains, c'est des sourires, c'est des voix. Et donc, quand tu vois ces humains sur le bateau, enfin ouais, c'est vraiment marquant, quoi. Bah, c'était un des objectifs de ce film, justement, c'était d'arrêter de parler de chiffres. Ouais, Mmh. ouais. Après le sauvetage, j'imagine sur le bateau, là, d'un coup, vous passez de 30 personnes à 150 personnes. Ça change l'équilibre, ça change ta manière de tourner, ça change. Toi, tu dois te dire, j'ai peu de temps pour filmer, puisque le bateau prend le chemin du retour. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Là encore, ça s'est passé un peu dans l'urgence du travail. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde se met à faire son travail, Mmh. pour lequel elle est là. C'est-à-dire que les médiateurs de la Croix-Rouge, ils ont enfin des gens à qui parler, j'ai envie de dire. Et puis, moi, là, ça a été un moment assez intense de travail, puisque j'ai filmé quasiment 10 heures par jour Ouais. à partir de là. Donc, c'est tout d'un coup le pont principal du bateau. Le bateau est pas très grand, hein, donc en fait, je dis le pont principal, il y a qu'un seul pont où les rescapés peuvent aller. Ensuite, il y a un pont supérieur, mais qui est un endroit de stockage où les rescapés ne vont pas. Donc, tout d'un coup, le pont principal devient un espace de vie, un peu une place du village, quoi, où tout le monde va et vient, discute. Il y a 10 situations marquantes au mètre carré, puisqu'en fait, c'est le premier moment où les rescapés peuvent trouver un espace de sécurité dans un voyage qui a commencé pour certaines ou certains depuis plus d'1 an. Mmh. Elles arrivent tous de Libye. Donc, la Libye, c'est l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que c'est un pays qui est plus un pays. C'est depuis la chute de Kadhafi, c'est un pays qui est tenu par des milices militaires ou privées. Enfin, c'est le Far West, quoi. Dans ce qu'il y a, sans aucun romantisme, quoi. Pour le coup, c'est vraiment le Far West, c'est-à-dire c'est des bandes armées qui parcourent des villes qui sont à leur merci, et donc tous les exilés qui veulent aller vers l'Europe sont obligés sur cette route-là de passer par la Libye. Il y a la route tunisienne de l'autre côté, mais qui s'organise différemment, et donc toutes celles et ceux qui arrivent du désert arrivent en Libye, et puis sont la plupart du temps attrapés par des milices. Donc les hommes et les femmes sont mis en prison. Les hommes sont torturés, rançonnés. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce système. C'est-à-dire qu'en fait, les milices torturent les hommes, filment les séances de torture et envoient les vidéos aux familles en disant, bah voilà, si tu veux qu'on libère un tel, faut payer. Donc, il y a des familles au village qui vendent toutes leurs terres pour envoyer $2000 à ces milices. Et en effet, après, les gens sont libérés et peuvent repayer une somme faramineuse, un passeur, pour essayer de passer. Et plus de 90% des femmes sont violées. Ça, c'est hallucinant enfin, on peut pas se le figurer ce que ça veut dire. Ouais. Alors, justement, rapidement sur la place des femmes dans le film, donc sur les 92 personnes qui étaient dans le sauvetage, il y avait 9 femmes. Il faut pas en tirer une conclusion statistique. Bon, il y a la plupart du temps plus d'hommes que de femmes dans les bateaux qui sont sauvés. Mais là, 9, c'est quand même un chiffre très, très petit. Et ces 9 femmes ont choisi de très peu sortir
du women's shelter. Le women's shelter sur le bateau, c'est l'espace qui est réservé aux femmes et aux enfants où les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Donc elles sont restées entre elles en sécurité dans ce women's shelter et elles ont très peu fréquenté les espaces publics entre guillemets du bateau et donc elles sont pas dans le film. Voilà. Moi j'ai pas du tout essayé d'aller les voir, enfin elles voulaient être tranquilles, je les ai laissées tranquilles. Ouais. Mais donc cette thématique, enfin cette question de la place des femmes dans ce parcours d'exil par la Méditerranée est pas du tout traitée dans mon film. En revanche, il est dans un autre film qui a été tourné un peu avant le mien, qui s'appelle Mothership, qui est un film de Muriel Cravatte, qui est justement entièrement centré sur la place des femmes sur le bateau, la place des femmes et des enfants. Okay. Voilà. Oui, parce que là, il n'y a pas d'enfants non plus. Il n'y a pas d'enfants, non. Ouais. Alors, par contre, dans mon film, il y a beaucoup de très jeunes. Ouais. Il y a beaucoup de mineurs, non accompagnés, hein, qui ont 16-17 ans. Bah, je crois que celui qui raconte ce qui s'est passé, il est mineur, non ? Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, ce moment, moi, il m'a bouleversée. Ouais. Et là, c'est là aussi qu'on voit l'importance de ce que tu as réalisé. Et comme disait Jonathan, la force de mettre de l'humain derrière les chiffres, quoi. Et moi, personnellement, ça, c'était une question que je voulais te poser parce que après ce récit, le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment de la colère. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi, comment d'autres humains arrivent à faire de telles atrocités, quoi. Toi, comment derrière ta caméra, c'était quoi ton ressenti et puis comment tu arrives à après continuer, tu vois, à filmer et aller au bout du projet? Donc tu fais référence au récit d'un jeune homme qui a 17 ans et qui raconte à Mohad, qui est un médiateur de la Croix-Rouge, son parcours d'exil depuis le Nigeria jusqu'au bateau. C'est ça. En passant par la Libye où il a perdu sa mère. Voilà. Donc ça rejoint ce que je viens de dire, où sa mère a été violée puis assassinée par une milice. Devant lui. Mais en fait, c'est pas ce qui arrive à tous les hommes ou femmes qui arrivent sur l'Ocean Viking, mais c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre eux. Alors lui, il en fait un récit qui est très détaillé. Et il en fait un récit qui est volontairement très détaillé. Enfin, plutôt, il en fait volontairement un récit détaillé. C'est-à-dire que il est venu me voir et il m'a dit, moi, je veux raconter mon histoire et je veux que tu filmes et puis je veux que ça aille dans les télés, partout. Je veux que les gens sachent en fait ce qui se passe là-bas. D'accord. Il est super jeune. Hein. Ouais. Donc, il m'a d'abord raconté un bout de son histoire face caméra sur un mode un peu d'interview comme ça. Et puis, il l'a re-raconté à Mohad le lendemain, de façon beaucoup plus détaillée. Et c'est cette scène que j'ai gardée dans le film. Bon, moi, la façon dont je vis le fait de filmer une scène comme ça, déjà, je le vois pas spécialement venir. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais là en train de filmer et puis tout d'un coup, c'est Mohad et lui, donc ce jeune homme, qui me disent bah viens, on se met là, on va raconter ça. Donc en fait, moi, je me retrouve assis par terre sur le pont et puis je les filme. Puis je vois que ça part comme ça et en fait, la séquence dure ça quasiment 50 minutes. Voilà. Donc un des enjeux du montage, ça a été de rendre compte de l'entièreté de cette séquence, mais je pouvais pas la monter 50 minutes, donc elle fait quand même 7-8 minutes dans le film, mais voilà. Et alors pour moi, pour ma petite personne, il faut que je dise que je pense que la caméra me protège. C'est-à-dire que la caméra, c'est une interface qui fait passer littéralement un médium. Donc voilà, et elle me protège. La plupart des photographes, des caméramans qui ont été dans des zones difficiles, je crois, disent un peu ou prou la même chose. C'est-à-dire que je me prends pas son récit comme s'il me racontait ça au comptoir d'un bar un soir. Parce que j'ai aussi une attention qui est légèrement déportée, parce que je fais attention à mon cadre, je fais attention bien sûr. au son, je fais attention à des points de montage potentiels, donc à quel moment je peux décadrer, pas décadrer, etc. Donc ça, c'est mon travail. Donc c'est aussi une forme de protection. De la même façon que quand tu fais un métier où tu es amené à entendre ces récits-là, c'est ton travail. Donc normalement, il y a une distance juste à trouver.
Même si quand tu entends ces récits tous les jours, tu finis par en être impacté, c'est certain. Donc, bon, ce qui n'a pas empêché qu'au moment où je le filme, moi, je ressens une forme de très grande émotion, aussi une forme de relâchement à ce que cette parole-là puisse exister. Parce que justement, l'Océan Viking, c'est un endroit évidemment essentiel parce que c'est une ambulance, c'est un navire qui sauve des vies, mais c'est aussi un lieu de sécurité pour les rescapés où cette parole-là peut éclore, peut se libérer. Voilà. Et d'ailleurs, le film, les intentions étaient davantage centrées sur là-dessus, c'est-à-dire sur un espace de sécurité un sas comme ça, qui va pouvoir exister pendant quelques jours, avant que les rescapés repartent vers l'Europe, et là, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on sait ce qui se passe, mais je veux dire... là, ils partent sur une autre aventure. C'est autre chose. Encore assez longue. D'ailleurs, à la fin, quand on les voit partir, nous, on a quelques copains qui bossent dans des assos dans le sud de la France et qui accueillent et qui aident des exilés dans la constitution de dossiers, en fait. Ouais. Et on sait à quel point l'aventure n'est pas terminée, quoi. Hein. Ouais, carrément. Pour revenir justement sur les médiateurs et la sécurité, parce qu'il y a une chose dont on n'entend pas du tout parler dans le film, c'est on ne pose pas la question du nom de famille des gens. Ouais. Tu vas nous dire pourquoi. Et puis, on se demande pas si le récit est vrai ou pas. Enfin, il y a une espèce de sécurité même dans l'histoire. Oui, absolument. Les gens. Alors, sur la question de l'anonymat des personnes, en fait, on se dit mutuellement comment on s'appelle. Hein. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en revanche, l'identité des rescapés n'est pas rendue publique sur le bateau. C'est-à-dire que, par exemple, dans les moments de distribution des repas, dans les appels qui sont faits pour les passages chez le médecin, dans les appels qui sont faits quand il s'agit quand c'est ton tour d'aller recharger ton téléphone sur le rack de batterie qui est mis à disposition des rescapés, etc. On n'appelle pas les gens par leur nom, on les appelle par un numéro qui leur est donné. Justement pour préserver leur anonymat, parce que dans ces 92 rescapés, on ne sait pas quels sont Bon, ils viennent de plein de pays différents, mais il y a quand même des communautés. Et puis on ne sait pas quels sont les liens au sein de ces communautés. Donc on donne pas de nom. On donne pas de nom de façon ouverte. Dans les témoignages que j'ai filmés, je donne pas non plus le nom des rescapés qui ont évidemment accepté que ces témoignages soient filmés. Mais en revanche, moi je tiens à ce que leur nom soit pas dévoilé, quoi. L'autre question, c'était sur... c'était sur la véracité des... la véracité, ah oui. Alors là-dessus, c'est l'administration qui interroge la véracité des histoires. C'est l'administration de l'asile. Là, il n'y a aucun enjeu ni d'un côté ni de l'autre. Il y a d'enjeu à interroger la vérité supposée d'un récit. Il est extrêmement clair pour les rescapés que les gens de l'Océan Viking ne vont jouer aucun rôle dans leur asile à venir en Europe. Ça leur est dit tout de suite. Je ne sais plus si c'est dans le film, c'est ça, mais autant il y a une forme de pédagogie qui est faite sur... d'explication, tout du moins, qui leur est donnée sur comment ça va se passer vis-à-vis de l'administration italienne. D'explication assez précise d'ailleurs. Mais autant, à aucun moment, il leur est dit de façon extrêmement claire que les gens des SOS Méditerranée ne vont pas du tout pouvoir les aider dans leur démarche d'asile. Voilà. En revanche, le bateau est un espace de parole, et si elles ou ils ont besoin de libérer une parole, c'est possible, à n'importe quel moment et auprès de n'importe qui. Voilà. Donc, je vois pas l'intérêt de mentir, en fait.
Ouais, bien sûr. Oui. Un rôle qui est hyper important, c'est celui des médiateurs. Une fois que le secours ont eu lieu, on envoie deux ou trois. Moi, j'ai un souvenir d'un monsieur et puis d'une dame. Ouais, Sana, ouais. Sana. Ouais. Incroyable parce que, de l'extérieur, petit bout de femme, mais ultra organisée, qui Qui drive bien, ouais. qui drive très très bien et qui a l'air Ouais. plutôt rigolote en plus. Ouais, Ouais. elle est incroyable, Sana, parce qu'elle a. Il faut imaginer ce que c'est d'être sur le pont, encore une fois, littéralement, de 7h le matin à 21h le soir, quasiment. C'est une énergie qui est phénoménale. Mm. Et puis, on voit bien, je crois, je me souviens, c'était un matin, je dis à Sana, je vais faire un peu ta tournée du matin, je vais la faire avec toi, je vais te suivre. Donc on commence, elle dit bonjour, comment ça va, t'as bien dormi, etc. Et puis il y a un gars qui l'interpelle, et là, bam, c'est parti pendant 1 heure Mm. de discussion, où il y a, la scène est dans le film, Ouais. où ce monsieur raconte comment c'est la Libye. Justement, il donne des explications sur la géopolitique libyenne assez précises et intéressantes pour bien comprendre comment ça se passe. Puis en plus, il dit ça avec... il raconte ça un peu en rigolant parce que c'est tellement absurde que... Voilà. Ouais. Et donc voilà, et Sana, elle écoute comme ça toute la journée, elle donne des renseignements, elle est debout, faut une énergie phénoménale pour faire ça. Ouais. Oui, puis c'est vrai que tu le décris un peu là, il y a une certaine légèreté. Enfin, ils arrivent, et ça m'a beaucoup touchée aussi, c'est-à-dire que on voit des sourires, des rires même. Ouais, oui. C'est hyper touchant parce qu'on se dit avec ce qu'ils viennent de traverser. Ouais, mais la chronologie et un peu la dramaturgie des humeurs comme ça sur le bateau, elle est assez précise en fait. Je sais pas si on le voit bien dans le film, mais c'est assez clair que le lendemain du sauvetage, tout le monde est épuisé. Je parle des rescapés. Et là, ça rigole pas beaucoup. Ouais. Elles dorment le plus possible. Une forme d'atterrissage, quoi. Je sais pas si on peut parler d'une prise de conscience, mais en tout cas de relâche. Et puis le deuxième jour, ça commence à se détendre. Et puis le troisième jour, là, on commence vraiment à déconner, à jouer, on sort les dominos, les cartes. Exact. On écoute de la musique, etc. Ouais, l'impression que la vie reprend. La vie reprend vraiment, ouais, c'est vraiment flagrant. Et tu t'attendais à ça? Oui, un peu, parce que... un peu, ouais. Ok. Parce que c'est un peu comme ça que c'est raconté aussi par les sauveteurs. Et puis ensuite, dans les derniers jours, il y a cette ombre, cette inquiétude qui arrive de l'après. Ah ben voilà l'Italie, et puis en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'ailleurs, on le sent, hein. C'est-à-dire même sur les visages, sur les regards. Ouais. Quand on voit même l'horizon, c'est très bien filmé d'ailleurs ce moment, parce que ce que tu dis, on les voit regarder les côtes qui approchent, et en même temps leur visage qui se... On sent les points d'interrogation. Enfin, en tout cas, on devine les points d'interrogation qu'ils doivent avoir dans l'esprit. Et justement, une fois qu'ils sont arrivés en Italie, toi, t'as pas gardé contact avec aucune personne du film, ou en tout cas avec les exilés? En fait, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas facile à comprendre de l'extérieur, mais SOS Méditerranée recommande à tous les sauveteurs, à toutes celles et ceux qui travaillent sur le bateau, de ne pas partager de coordonnées personnelles avec les rescapés. Parce que d'abord, ce serait... d'abord, ça va contre un espèce de bon sens commun, dans l'idée qu'un pompier donne pas son 06 dès qu'il fait un sauvetage. Bon, et que c'est leur travail. Et que ensuite, ça c'est la raison, moi, qui m'interpelle le plus, que je trouve la plus solide, c'est qu'il faut pas donner de faux espoirs aux rescapés. Faut pas leur dire, bah voilà, je t'ai sauvé une première fois, je te donne mon numéro de téléphone, hésite pas à m'appeler, quoi, parce qu'un des coordonnées personnelles, c'est une bouée de sauvetage. Quand on arrive perdu en Italie, dans l'administration italienne, et qu'on a eu ce contact pendant quelques jours très fort, parce que ça remet pas du tout en cause ni la sincérité, ni la force des échanges, des relations qui sont certes éphémères, mais en tout cas bien réelles, qui sont créées pendant les quelques jours à bord.
Mais après, c'est autre chose qui commence. Voilà. Et moi, j'ai suivi cette ligne. Alors, en l'occurrence, je sais j'ai eu des nouvelles par quelques autres canaux, mais j'ai pas de contact personnel. Voilà. Et aussi parce que, et ça aussi, c'était vachement important pour moi, c'est que j'ai filmé plein de gens pendant ces jours à bord. Si tu commences à donner tes coordonnées à un, faut les donner à tous ceux qui le demandent. Ouais, faut être cohérent. Et ça, c'est pas, j'aime pas le mot gérable parce qu'il s'agit pas d'une gestion, mais voilà, familièrement, je dirais c'est pas gérable. C'est-à-dire que il y a un endroit où c'est plus tenable parce que et c'est très particulier comme documentariste de ne pas avoir de suite comme ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. C'était la question d'après. Par exemple, eux, t'as aucune idée de savoir. Enfin, tu sais pas s'ils ont vu le documentaire ou pas. Non, je pense pas, non. Et puis, j'ai des liens qui restent forts avec quelques sauveteurs aujourd'hui, mais pas du côté des rescapés. Ouais. Et c'est vrai, et je suis toujours pas, et je le serai jamais, je suis pas très confortable avec cette question, pas la question que vous me posez, hein, mais je veux dire avec ça reste un peu comme un point d'interrogation. C'est-à-dire un peu comme ça dans le vif du tournage, parce que ça va très vite quand même. À aucun moment je me suis vu leur donner ma carte, quoi. Ouais. Parce que je me suis dit, si je donne, bon voilà, j'ai eu une relation avec enfin on a vachement discuté avec le jeune homme qui témoigne là dont tu parlais tout à l'heure, Camille. Mais ouais, j'ai peut-être un peu des regrets de ce côté-là. Enfin bon, c'est. Non, mais tu l'avais évoqué sur la table ronde après la diffusion. Et je me demandais quelques mois plus tard ce que ça donnait. Tu vois, s'il y avait un peu. Tu avais toujours ce ressenti-là. Parce que ça doit être effectivement curieux de ne pas garder de lien avec les personnes dont tu transportes l'histoire, quoi. Un peu. Ouais, exactement. Donc. Et donc, tu as gardé d'autres contacts par contre, les secouristes, Ouais. Avec la petite bande de secouristes français, bretons notamment. Ah oui, bah oui. Voilà. Et eux, comment ça se passe leur métier? On pourrait leur demander directement, mais ils partent à chaque fois, ils partent, après ils ont un break, ils se font débriefer de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé, ou alors pas du tout, ils enchaînent, enfin. Ouais, ça serait super intéressant que vous fassiez une table ronde avec eux. Ah, ouais. qui détestent le terme de héros par ailleurs. C'est peut-être assez... que associé à minuscule, ça irait. C'est assez fréquent. Faut voir avec eux. Mais oui, alors il y a deux types de contrats avec SOS Méditerranée. Il y a des contrats longs où en fait tu fais 6 semaines en mer, 6 semaines à terre. Bon, c'est un rythme de vie, faut tenir. Hein. Ah oui. Et puis il y a des contrats courts. En fait, tu pars 6 semaines. Donc ça, c'est une fin de contrat. Et puis ensuite, si tu veux revenir, bah tu peux parce que tu es dans la liste de SOS. Mais c'est deux typologies différentes. Ceux qui sont en contrat long font que ça pendant un temps donné. Ceux qui sont en contrat court ont des activités en marine par ailleurs. Voilà. Toi, tu les as filmés, tu les as observés, tu as vécu avec ces gens-là. Tu vois un point commun chez les personnes de SOS Méditerranée avec lesquelles tu as passé du temps en mer? Ah, c'est une bonne question, mais c'est à eux qu'il faut demander ça. Ah bah non, c'est à toi, parce que c'est de Ouais. l'extérieur. Observer, ouais. Tu vois. Bah, c'est toutes et tous des gens qui ont des parcours de vie vraiment pas linéaires. Ça, je peux le dire. Qui ont des histoires de vie souvent assez passionnantes. Je crois qu'ils ont toutes et tous une raison plus ou moins secrète, au sens où c'est pas forcément des trucs qu'ils ont partagés avec moi, d'être là, d'être dans cet engagement très particulier. Ensuite, il y a
encore une fois, il y a les sauveteurs, il y a l'équipe médicale, il y a les médiateurs, c'est des natures assez différentes. Pas l'équipe médicale, c'est des médecins, hein, ils travaillent pas dans un hôpital, enfin ils travaillent dans un hôpital qui est sur l'eau, quoi. Donc c'est des médecins. Et je crois que on peut retrouver un peu cette ambiance justement de corps médical ou des métiers de l'urgence. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais en même temps, j'ai jamais passé beaucoup de temps dans un hôpital du côté des soignants, ni dans une... Voilà. Mais je projette ça comme assez juste. Et il y a aussi une part d'adrénaline qui fait tenir ces équipes-là. Parce que il faut pas le nier, hein, et c'est pas un mal de le dire. Hein. Ouais. Bon, voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils n'aiment pas qu'on parle en termes d'héroïsme. Parce que, à la rigueur, s'il y a des héros, c'est plutôt les gens qui arrivent à traverser la Libye. Et là, on est dans un schéma héroïque au sens quasiment antique. Parce que voilà les épreuves qu'il traverse. Mais du côté, je parle d'adrénaline chez les sauveteurs parce que voilà, l'adrénaline, c'est une hormone. Ouais. Donc voilà. Donc il y a quelque chose d'hormonal comme ça quand on est dans des situations d'urgence à répétition. Ah ouais. Faut pas le nier, hein. Et en fait, il y a une accoutumance à ça aussi. Donc c'est sûr que quand même pour moi qui l'ai vécu qu'une fois, quand tu fais un sauvetage et que 2 semaines plus tard tu te retrouves chez toi, en l'occurrence chez moi en Normandie, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, je sers à rien, quoi. En fait, socialement, je veux dire, je sers à rien, je fais un film, mais à quoi ça sert? C'est là-bas voilà, là t'as été en contact avec une intensité existentielle assez rare. Mais ça, il faut leur en parler de ce rapport à ça, parce que je pense que c'est différent pour chacun. Mais je pense que c'est une question assez importante. C'est intéressant ce que tu dis sur l'après, sur l'aspect existentiel, parce qu'effectivement, tu dois te sentir ultra utile à ce moment-là. Et peut-être avoir l'impression de l'être beaucoup moins plus tard dans ton salon. Ouais, carrément, ouais. Toi, comment t'as vécu justement l'après? Est-ce que le fait de bosser sur le film, ça a donné, enfin, tu vois, ça t'a reconnecté à du sens? Enfin, comment s'est passé justement En fait, la fin de la mission a été assez brutale, parce que donc on fait ce sauvetage le 1er avril, on débarque à Salerne, je crois, le 5 ou le 6 de mémoire. Et puis, il est décidé qu'on repart en zone de sauvetage. Et donc, a priori, que ces 6 semaines vont se prolonger peut-être vers une 7e semaine, par exemple. Moi, j'ai pas de billet de retour à ce moment-là. Je sais que je vais filmer toute la mission. Donc, en fait, tout le monde est assez motivé par l'idée de repartir en zone de sauvetage. On sait que la météo est clémente, qu'il va y avoir des nouveaux départs de Libye, que c'est important qu'il y ait un bateau de sauvetage qui soit sur zone. Et puis, il y a une épidémie de Covid qui part à bord à ce moment-là. Ah, mince. Parce qu'en fait, il y avait des rescapés qui avaient le Covid. Ah ouais. Et donc, en fait, on l'a tous eu quasiment. Ok. Et donc, ça, c'est 2-3 jours après. Et en fait, du coup, il décidait que fin de mission, on rentre à Syracuse et chacun rentre chez soi. Ah ouais. Et donc, moi, je me retrouve, en fait, donc je repars. Donc, il est décidé que chacun rentre chez soi. Donc, je me prends un billet d'avion et je plie tout mon matos et je me retrouve à Catane. Et là, en plus, mon vol est annulé. Et la compagnie nous reloge dans une espèce d'hôtel 5 étoiles d'aéroport. Et je me retrouve dans une chambre qui fait 60 mètres carrés après avoir vécu 6 semaines dans une cabine. Le décalage. À manger des spaghettis sauce tomate avec des touristes avec un buffet. Avec un buffet comme ça. Pour moi, c'était complètement lunaire, quoi. J'imagine. Le contraste, incroyable. Et bon, puis après, je suis rentré et bon, tous les copains, ma famille m'a dit que j'étais un peu bizarre pendant une semaine. Ah ouais. Faudrait leur demander en quoi, mais et puis oui, alors moi j'ai eu un double sentiment. Donc ce sentiment
justement de qu'est-ce que ça veut dire être utile à la société, à quel endroit on est utile. Bon, qui s'est estompé parce que si c'était pas estompé chez moi, j'aurais d'un coup changé de métier, je sais pas, j'aurais fait une révolution, enfin une révolution personnelle, mais bon voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose qui, ça pour le coup, c'est pas estompé, c'est que en étant sur le terrain, toute cette réalité que j'avais jusque-là touchée uniquement par la lecture, par le fait de visionner des films, des reportages, une documentation très importante, tout ça, ça a pris corps, ça s'est incarné dans une réalité. Et c'est très différent, en fait, de tout d'un coup d'appréhender cette réalité-là. Et moi, ça m'a fait pas prendre conscience, parce que justement, ça a incarné la prise de conscience de ce que représentait l'inaction des États européens face à cette situation de crise qui dure depuis plus de 10 ans. Ouais, Et en fait, l'Europe, les États européens acceptent de regarder des gens mourir sous ses fenêtres, littéralement. C'est vraiment, tu ouvres ta fenêtre, sous ton balcon, il y a des gens qui meurent, en fait, régulièrement. Parce qu'une embarcation qui disparaît en Méditerranée, tu peux très bien n'en entendre jamais parler. En fait, t'en entends parler quand on retrouve des corps sur des plages. Ouais. Là, t'en entends parler. T'en entends encore plus parler si c'est le corps d'un enfant qui est retrouvé. C'est un enfant, Alors, là, comme ça avait été le cas avec voilà. le petit... j'ai plus son nom. Aydin, je crois. Ouais. Ça. Ouais. Donc là, c'est sûr, on en entend parler parce que t'as la photo. Mais c'est un effet de buzz qui est encore plus détestable. Ouais. Oui, parce qu'il ne devrait pas avoir lieu. Il devrait pas avoir lieu parce que bon, ça ensuite c'est parce que la société fonctionne sur ces images-là. La société médiatique fonctionne, enfin son essence c'est les images, donc il a besoin des images pour qu'on en parle. Mais ça fait pas changer les choses. Donc voilà, cette colère face à l'inaction des États européens, elle est vraiment très ancrée, quoi, chez moi. C'est-à-dire, je le dis à chaque débat autour du film, l'Europe a donné depuis 2017 59 millions d'euros à la Libye pour que la Libye gère le flux migratoire, c'est le terme de l'accord. D'accord, 59 millions d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire avec 59 millions d'euros en termes de politique d'accueil décente, en termes de mise en place de solutions de sauvetage coordonnées? C'est incroyable, 59 millions d'euros. Ouais. Et en fait, cet argent est donné à la Libye pour qu'ils construisent des prisons, pour qu'ils équipent des gardes-côtes qui après attaquent les navires des ONG, comme c'est le cas dans le film, en cagoule et en tongs. Je sais pas où est passé l'argent, mais voilà. Ouais, c'est surprenant. Le bateau des gardes-côtes libyens qui attaque l'Ocean Viking est un bateau italien, parce qu'en fait l'Italie a donné des bateaux, des équipements aux gardes-côtes, en leur disant faites le boulot. Voilà. Ce qui est sur la tête, ouais. Si, c'est l'idée, c'est très, très facilement compréhensible, c'est-à-dire que l'Europe ne veut pas que ces femmes, hommes et enfants arrivent en Europe. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils vont dans les pays frontaliers, qui sont, comme je disais, à peine des pays, et puis ils signent des accords avec des États mafieux. Puis voilà. Ouais, donc la colère est d'autant plus compréhensible, quoi. Enfin, on se dit, mais il y a des humains qui vivent ça, là. L'atrocité derrière. Ouais, absolument. Ouais. Et toi, le fait d'avoir vécu ça, ça t'enlève l'ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, nous, par exemple, on pourrait ne jamais être tenu au courant de ça et puis vivre dans l'ignorance, mais à partir du moment où tu as vu quelque chose, pour certaines personnes, des fois, ça donne l'impression de devoir transmettre, tu vois, de devoir en parler, de devoir faire quelque chose. Est-ce que toi, tu as cette impression-là? Est-ce que t'en parles bien volontiers comme dans ce podcast? Est-ce que à un moment tu te dis que ça y est, t'en as assez parlé, puis tu vas passer sur un autre film? Enfin, voilà, comment... Non, moi j'en aurais jamais assez parlé, c'est-à-dire que oui, je continue d'accompagner le film quand on m'invite.
Et bien sûr, je fais un film pour que voilà, le film est une goutte d'eau dans cet océan, quoi. Mais enfin, je sais pas si je réponds à ta question, mais non, on n'aura jamais. Enfin, tant que la situation perdure, il faut continuer à en parler. Mais si tu veux, là-dessus, c'est bien d'en parler, mais d'abord, les médias ne veulent plus l'entendre. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a déjà été racontée. C'est clair. Mais d'ailleurs, je crois que parce que depuis tout à l'heure, tu parles d'exilés et pas d'immigration. Oui. C'est hyper important, mais en fait, dans ce climat, dans un climat où on parle d'immigration de plus en plus, finalement, on n'entend pas parler des exilés qu'on trouve dans la Méditerranée. C'est devenu un débat politique. Mais non, mais ça a été complètement. Il y a un problème politique de migration, autour de la question de la migration. Il n'y a pas un problème autour de la migration, il y a un problème politique autour de la question de la migration. C'est-à-dire que SOS Méditerranée, depuis qu'ils existent, ils ont sauvé plus de 40 000 personnes. Okay, bon, c'est beaucoup, hein, c'est 40 000 vies. Mais c'est rien en termes des chiffres de l'immigration légale et illégale qui arrivent sur le sol européen. En revanche, c'est rien, mais il y a un coup de projecteur qui est mis sur le travail des ONG, qui est criminalisé par les États d'extrême droite européens, en premier lieu le gouvernement de Meloni en Italie, qui est criminalisé par la droite française, de plus en plus proche de l'extrême droite, etc. etc. Donc il y a une instrumentalisation politique de cette question, et il est devenu acquis pour un certain nombre de gens, et en tout cas pour de nombreux politiques, que ces embarcations qui prennent la mer, c'est elles qui prennent le risque. Ils sont assimilés à des gens inconscients qui... tu sais, c'est les gens qui vont faire du ski hors piste quand il y a risque 5 d'avalanche. Ouais. En fait, bah là, on envoie un hélico pour les sauver. Quand un voilier de milliardaires italiens fait naufrage, là, il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils sont sortis un jour de tempête, on envoie 2 hélicos pour essayer de trouver les corps. On ne trouve jamais, finalement, mais bon. Il est certain qu'il y a un regard déshumanisant et déshumanisé qui est validé politiquement sur les exilés. Alors, le film le montre, mais la documentation est ultra abondante sur la question. Si ces femmes et ces hommes décident de quitter leur pays, ils ont toujours des bonnes raisons. Et quand je te parle de bonnes raisons, c'est que y a une milice islamiste qui a brûlé un village, qu'il y a une famille qui a disparu parce que c'est la crise économique, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est toujours répété quand on parle de ces questions-là. Mais enfin, en 1940, il y avait des millions de Français sur les routes parce qu'il y avait l'Allemagne nazie qui arrivait au nord. Bah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est tout. C'est-à-dire que quand c'est la guerre dans ton pays, que t'as plus de maison, que t'as plus d'argent, que la moitié de ta famille est morte, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'en vas, quoi. Donc, ouais, tu l'avais dit, on n'est pas exilé par hasard et de bon cœur, on quitte pas son pays, son village. Et c'est quelque chose qu'on sent bien dans le film et qu'on comprend bien en t'écoutant, quoi. J'avais une question par rapport à ton contact que tu as encore avec les sauveteurs. Justement, est-ce que des fois, ils te font un peu état quelle est la situation? Est-ce que c'est toujours aussi critique? Est-ce qu'il y en a toujours autant? Oui. Ouais. Donc, malheureusement, leur travail n'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Non, pas du tout. Et il est rendu de plus en plus difficile par l'administration italienne et par la situation économique générale. Depuis la guerre en Ukraine, le prix de l'essence a doublé. Il y a encore quelques années, une journée en mer, ça coûtait 14 000 € pour SOS Méditerranée. Une journée en mer. Aujourd'hui, ça coûte 24 000 €. Donc, il faut quand même les trouver. Et il est là, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ah là, je suis bluffé, là. Pour ces ONG. Donc,
Qui donne c'est les particuliers, C'est plus de 90% de dons privés. Ok. Donc ça, on en parlait au début de notre échange. Les bénévoles à terre font un travail colossal. Pour sensibiliser. Pour collecter des dons, voilà, etc. Bon, de toute façon, D'ailleurs, on mettra les liens ouais, c'est ce que j'allais dire. en description. Alors, après cette aventure, cette expérience-là, plus le documentaire, toi, aujourd'hui, et cette conscience sur ce qui se passe sur la Méditerranée, les consciences politiques également, comment tu gardes ton optimisme? Moi, j'ai la chance de vivre dans un tout petit village, donc en Normandie, où je travaille aussi. On a un réseau d'amitié locale, de proches qui est très fort, qui est très solide. Donc ça, voilà, c'est ça qui me porte. Ma famille aussi, évidemment. Je vois assez peu de raisons actuellement d'être optimiste sur l'état et la direction du monde. Même si ce qui se passe actuellement est très intéressant en termes d'histoire avec un grand H. On est en train, est-ce qu'on peut dire que c'est une chance de vivre une période qui est historique à plein de titres. Donc, moi, c'est le cœur de mon métier, j'ai une immense curiosité pour tout ça. Mais je me positionne pas tellement en termes d'optimisme ou de pessimisme. C'est-à-dire que j'ai la chance, encore une fois, d'avoir un ancrage que je pense être très solide. Un endroit d'où regarder, c'est ça qui est important. Voilà. Et où est-ce que tu vas amener ta caméra après, là? Je sais pas, enfin si, je sais, j'ai commencé un nouveau projet, mais qui est beaucoup trop embryonnaire pour en parler tout de suite. Qui va m'emmener beaucoup moins loin, je pense, en termes de distance géographique. Mais on en reparlera peut-être. Voilà. Avec plaisir. si ce projet va au bout. Voilà. Avec plaisir. Pour les auditeurs, s'ils veulent voir le documentaire dont on a pas mal parlé, ou les autres, comment est-ce qu'ils peuvent les trouver, les visionner? Oui, alors, Save Our Souls est un documentaire qui a été coproduit, préacheté par France Télévisions. Je l'ai dit. Donc, il sera diffusé sur France 2, certainement à la rentrée 2025, donc entre septembre et décembre 2025, je pense. Mais, et ça, c'est vraiment une date à retenir, le 20 juin 2025, qui est la journée mondiale des réfugiés, on est en train de mettre en place une opération de multiprojection en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne du film. Donc plus de 100 projections qui vont avoir lieu le même jour à la même heure à 20h dans plein de cinémas. Partout. Donc à Montreuil, ce sera au Méliès. Il y aura certainement d'autres cinémas en région parisienne. Et il y aura un débat avec moi, un sauveteur, une sauveteuse et d'autres personnalités qui sera diffusé en simultané dans toutes les salles. Voilà, moi je serai physiquement présent au Méliès à Montreuil, mais il y aura ce débat qui sera multidiffusé dans toutes les salles. Et donc ça, c'est une date vraiment à retenir, le 20 juin à 20h. Voilà. Et on vous enverra des infos. Super, on partagera tout. Est-ce que tu avais d'autres... tout à l'heure, tu nous as parlé d'un autre documentaire à regarder sur plus l'angle des femmes. Oui. Tu peux rappeler le nom? Alors, c'est Mothership de Muriel Cravatte, qui s'appelle aussi En pleine mer. Je ne sais plus lequel est la version longue et la version courte. Voilà. Je ne sais pas où on peut le voir maintenant. Okay. Je sais qu'il a été diffusé par France 3 Corse, par LCP en France. Je sais qu'il y a des projections qui ont lieu. Je vois passer les infos sur les réseaux, mais vous pourrez avoir des infos aussi via les réseaux. Okay. Est-ce que tu as d'autres documentaires ou livres peut-être à ce sujet ou à recommander, toi, personnellement? Non, là, il y en a
pas qui me viennent à l'esprit. Enfin, si, mais je vais en oublier, donc c'est pareil, je suis nul en liste. Voilà, on a commencé là-dessus. On va finir là-dessus. Voilà, c'est bien. Voilà, je vais poser la question sur Ouais. Ça marche. les films ou les livres qui t'ont inspiré le plus. Si, on aime bien poser une dernière question. Ouais. Tu nous as déjà un peu parlé peut-être de certaines personnes qu'on pourrait aller voir. Mais est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais entendre à ce micro? Si tu avais un nom. Alors, moi, je crois à la force du collectif. Donc je vous invite à inviter un collectif de sauveteuses et de sauveteurs. Ok. Voilà. Je peux vous donner des noms. Super. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est vrai que ça fait partie des... c'est un passage de micro, quoi. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on demande aussi la définition des héros minuscules. Qu'est-ce que c'est un héros minuscule aux invités? Alors que, tu vois, nous, on vous donne pas notre définition. Alors moi là-dessus, je vais être un peu scolaire. Hein. Pour moi, un héros, comme je l'ai dit à un moment, c'est une notion antique liée aux épopées homériques. Voilà, pour moi, c'est ça mon image des héros. Donc lié à des faits de gloire, à des parcours exceptionnels. Donc si tu mets minuscule à côté, forcément c'est oxymorique. Est-ce qu'on peut avoir des Ulysse minuscules, des Jason minuscules qui peuvent faire des minuscules exploits? Non, je pense que voilà, je sais pas. Marrant que tu parles d'Ulysse. En ce moment, Oui. on le lit en boucle avec le grand là, en boucle. Et c'est vrai que j'y pensais tout à l'heure quand tu parlais de la mer, parce que Ulysse passe pas mal de temps en mer, sans savoir à quel moment il va s'en sortir. C'est ça. Ouais, on vient de lire ça. C'est une bonne recommandation de livre pour enfants. Alors, j'ai pas le titre exact. Toi, je suis nul en liste. Je crois en liste et en titre. C'est l'histoire d'Hermès. C'est un livre pour enfants. C'est 100 histoires qui reparcourent toute la mythologie grecque. C'est génial. Voilà, pour des enfants de 7-8 ans. Alors, c'est dur, hein, parce que la mythologie grecque, c'est pas de tout repos. Ouais. Ça s'entretue, ça se trompe, ça couche à droite à gauche et tout. Mais voilà. Ah ouais. Tu tournes une page, et là, il lui transperce le cœur. Et ben voilà, c'est ça. Exactement. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce moment. Et tu reviens quand tu veux. Merci. À bientôt. À bientôt.